Merci beaucoup à Surya pour cette présentation qui avait des points de contact avec ce qui était présenté pour le Musée national et puis aussi des différences entre le Musée national dans un bâtiment du 19e et le musée du Louvre Abu Dhabi qui est un très jeune musée. Et donc on va voir un autre exemple maintenant autour du musée du complexe monumental de la Pilotta di Parma avec Simone Verde qui est un ancien élève de l'école du Louvre, qui a aussi travaillé pour l'agence France Muséum et qui est actuellement le directeur du complexe, mais qui a aussi un doctorat en anthropologie du patrimoine culturel et va nous parler en 20 minutes et 56 slides du complexe monumental. Bon, ça commence avec la pression sur mon dos, je vois. Bref, non, je vais aller très vite pour les premières 23, car c'est évidemment une introduction publicitaire pour le musée. Donc, parce que j'imagine que grande partie d'entre vous ne connaissent pas le complexe monumental de la Pilotta qui se trouve à Parme, qui est un des plus grands, vastes et riches musées italiens. En fait, c'est un complexe monumental, pour être précis, qui contient à son intérieur 3 musées, un théâtre, le premier théâtre moderne, le théâtre Farnèse, qui a été construit en 1618, plus une des plus grandes bibliothèques européennes, la Bibliothèque Palatine, avec ses 800 000 volumes. C'est des collections historiques, bien évidemment. Là, vous voyez le plan du musée, l'étendue, la structure architecturale qui est presque urbanistique, parce qu'en fait, elle envahit et s'impose au centre de la ville de Parme. Ainsi l'ont voulu les Farnèse pour éviter qu'il se passe à Parme ce qui s'était passé à Plaisance, où le duc a été jeté par la fenêtre, donc pour être très clair. Donc il fallait que cette présence militaire soit bien affirmée au centre de la ville. Et l'immeuble entier est devenu donc assez tôt, déjà à la fin du XVIe siècle, le site où les collections farnésiennes ont commencé à se concentrer jusqu'à l'arrivée en masse des collections farnésiennes de Rome à la moitié du siècle successif, donc à la moitié du XVIIe siècle. La galerie elle-même fait 1 km 300 mètres donc, d'étendue, juste pour donner un peu une idée de la taille, 40 000 mètres carrés de surface d'exposition. Donc c'est un immeuble assez imposant. Ça, c'est une des cours, la cour peut-être la plus importante parce que c'est la plus scénographique qui est au cœur du centre-ville de Parme. Là, nous avons l'escalier monumental. C'est le premier escalier impérial construit en Italie sur l'exemple de celui de Madrid, de l'Escorial. Donc il y a un rapport très fort entre Parme et les cours européennes qui nous avons essayé de renouer historiquement et muséographiquement avec notre action de relance du bâtiment. Le vestibule monumental à l'entrée du musée qu'on a transformé dans un lieu où on raconte l'histoire des collections, parce que si les musées doivent être un lieu d'émancipation culturelle, il faut que l'histoire des collections soit absolument racontée, sinon on ne va pas expliquer au public les mécanismes culturels et sociaux par lesquels ces biens ont eu attaché des valeurs symboliques qui sont celles de la communauté. Le musée archéologique le plus ancien d'Italie, 1760, la Galerie nationale, dont je parlais tout à l'heure. Mais ça, c'est le vieux... Pardon, excusez-moi, vous avez chargé la vieille présentation. Est-ce qu'on peut changer de présentation parce qu'il y a même des erreurs d'orthographe? C'est possible? Bon, le théâtre Farnèse, mais il y a des choses qui manquent, hein, donc... Il y a des choses importantes qui manquent. C'est ce que j'ai envoyé hier soir. Est-ce que je peux avoir un signe de vie de la régie, s'il vous plaît? C'est possible? Ok, super. Hein? C'est en train de changer. Donc. Ah, super. C'est que moi, je vois l'autre écran. Donc. C'est gentil, merci. J'en étais sûr. Je vais aller encore plus vite. Oui, mais sans image, c'est un peu compliqué. Donc, je disais, le théâtre Farnèse, construit en 1618, le musée Bodoni, qui est le plus ancien musée de la presse italien, qui est ouvert dans les années 50, que nous sommes en train de déplacer dans un autre espace du bâtiment. Et voilà, et j'ai terminé avec l'ensemble des instituts qui font partie du complexe monumental. Ce musée était partagé en 3 différentes directions. Donc, il y avait un directeur pour le musée archéologique, un directeur pour la Galerie nationale, et un directeur pour la Bibliothèque Palatine, bien que l'histoire de cet ensemble était unique.
Donc en 2016, finalement, mettant fin à cette séparation injuste et problématique pour les collections, il a retrouvé une direction unitaire que moi j'ai incarnée en premier. Et donc on a commencé toute une activité de réflexion, de relance et de restauration du bâtiment, et aussi en cherchant de tisser les liens qui avaient été coupés au XIXe siècle par les collections pour retrouver le sens théorétique de cette activité de collectionnisme qui avait été celle des Farnèse d'abord et des Bourbons après, et pour donc restituer à ce musée l'importance qu'il mérite. Parce qu'il faut considérer, je continue en attendant qu'arrivent les slides, et il faut considérer quand même que ce musée ayant été fondé en 1580 à peu près, sur le modèle des musées du Vatican, et n'ayant pas tout à fait changé dans sa logique originaire, est resté un fossile d'histoire de la muséologie occidentale. C'est-à-dire c'est un lieu où un théâtre, des collections archéologiques, des collections libraires et des collections de beaux-arts ont été constitués ensemble exactement comme on faisait à la Renaissance, avec une continuité qui a été en fait perpétuée aussi au XVIIIe siècle par les Bourbons. Donc notre activité de refondation était celle de venir en arrière par rapport à cette activité, à cette approche taxonomique qui avait partagé les collections par genre, remettre ensemble les collections telles qu'elles avaient été pensées selon la logique pré-positiviste, et donc du coup redonner à ce lieu toute son importance muséologique dans le panorama des musées européens. Donc ça, c'est certains des chefs-d'œuvre de la collection dont je parlais tout à l'heure. Le théâtre Farnèse, la bibliothèque palatine avec l'herme de Canova tout au fond, le musée Bodoni qui va ouvrir refait à l'automne, et puis, je disais, 5 ans de régénération après la réforme de 2016. Ça, c'était à votre gauche la situation dans laquelle se trouvait le musée à mon arrivée. Et je vais vite avec des slides, parce que justement, on a perdu du temps pour des problèmes techniques, mais pour vous montrer comme le musée a été transformé pendant ces 5 années. Il a été complètement réaménagé, restauré, avec des réaccrochages assez puissant, enfin en tout cas assez engageant pour nous tous. Vous voyez une salle de dépôt de la bibliothèque qui a été transformée dans le musée Bodoni, un passage couvert qui était un lieu vraiment de problématique pour la ville, qui a été transformé dans l'entrée séparée et autonome de la bibliothèque palatine, les façades qui ont été aussi restaurées, et puis on a installé en 2019 la plus grande installation d'art contemporain d'Italie de Maurizio Ranucci. C'est un des premiers artistes qui a utilisé le néon comme médium dans l'art contemporain, qui fait 194 mètres dans la course principale de l'immeuble. Alors, moi je voudrais, c'était un peu l'objet de cette intervention, je voulais poser des questions fondamentales et théoriques par rapport au problème de l'utilisation des moyens numériques dans les musées. C'est un problème qu'on s'est posé en même temps qu'on repensait scientifiquement toutes les collections de la Pilote. Donc, à l'intérieur de ce laboratoire scientifique qui a été la reconstitution et la relance de ce musée, on s'est aussi posé le problème de quel devait être le statut du numérique dans la médiation culturelle, ou surtout, moi je parlais surtout du rapport entre les moyens numériques et le public. Je ne m'occuperai pas de tout ce qui a à faire avec l'administration, le smart working, etc., parce que c'est des directions qui nous sont imposées par le ministère, donc ça serait toute une autre conversation à faire, et je devrais rapporter des décisions qui sont prises à Rome et non pas par moi. Donc je resterai surtout sur ce sujet-là. Et la question qu'on s'est posée depuis tout le début, c'est celui du statut de l'image-mouvement, tel qu'elle a appelé Deleuze. L'image-mouvement, c'est quelque chose qui apparaît, un impératif ou une caractéristique typique de notre temps. Et surtout une image-mouvement qui s'incarne dans la lumière. Donc on a l'habitude de penser notre temps comme un temps du digital, un temps du numérique et du virtuel qui s'incarne dans des écrans portables qui nous donnent des images en mouvement et propulsées par une lumière qui se trouve à l'intérieur même de ces moyens. En fait, il s'agit d'une recherche et d'une constante universelle qui fait partie de toute l'histoire humaine, pas seulement l'histoire des arts et de la culture et de la civilisation occidentale, mais qui en Europe a pris une voie très spécifique. Là, je vous montre un des vitraux de la cathédrale de Milan. C'est des images
en mouvement, parce que la lumière tourne avec le mouvement du soleil. C'est des images qui sont donc colorées, qui sont agies par la lumière, exactement comme les écrans digitaux que nous utilisons. Et en fait, derrière cette utilisation de la lumière, il y a une composante culturelle qui est très forte dans la culture occidentale, et pas seulement dans la culture occidentale, dans la mesure où ce composant vient en grande partie d'Orient et de la culture islamique, c'est-à-dire cette association de la lumière avec le principe divin. Donc nous voyons par exemple ici la descente de l'Esprit Saint de Titian qui se trouve à la Basilica della Salute à Venise. Voyons bien comme ce principe de l'Esprit Saint qui est manifesté par la lumière agit et pénètre l'intelligence des êtres humains par ces flammes qui sont bien indiquées et bien visibles dans le tableau. Et donc, c'est l'esprit dans le dualisme typique de la culture occidentale, matière-esprit. C'est le principe de l'esprit qui, à travers la lumière, informe et donne vie à une matière morte et permet donc à l'homme d'être, dans ce cas-ci, le principe de médiation entre le divin et le matériel qui constitue le monde. Comme je disais tout à l'heure, ces principes viennent en fait aussi en grande partie dans la culture de la Renaissance italienne, en particulier d'apports qui viennent d'Orient, en particulier de la culture islamique. On pourrait ouvrir une parenthèse sur l'importance de l'école d'Oxford. Bon, bref, c'est des thèmes sur lesquels il y a une réflexion philosophique et d'historiographie de la philosophie assez corpeuse et assez importante, et est en fait utilisée de façon assez claire et programmatique par les acteurs du monde, du marché financiarisé de nos sociétés contemporaines. Là, je voulais mettre deux images un peu à choc, un peu provocatrices, l'une après l'autre, à côté de l'autre. Celle, évidemment, le shop que tout le monde connaît de Apple sur la Fifth Avenue à New York. Vous voyez la pomme lumineuse au milieu de cet espace virtuel et transparent où, en fait, la virtualité, la divinité du virtuel s'impose à travers cette attraction lumineuse qui fait en sorte en fait, que les acheteurs convergent vers cette illusion et cette utopie qui est celle d'Apple. Ce n'est pas très différent de l'apparition de l'Esprit Saint dans l'abside terminale de la basilique de Saint-Pierre, voulue par le Bernard. C'est exactement la même chose. Et je dirais, là aussi, il y a beaucoup de réflexions scientifiques qui ont été faites. Par exemple, il y a quelqu'un qui a étudié l'iconographie de Bayer, l'industrie pharmaceutique, et son rapport avec l'iconographie chrétienne. Même Damien Hirst a fait une très belle exposition à Venise il y a quelques années sur la pilule de l'aspirine Bayer, écrite en forme de croix, et toute la référence qu'il y a évidemment à l'élément de la croix comme un élément que nous sauve de la mort. Donc le médicament qui devient une sorte d'hostie qui sauve les chrétiens, enfin les chrétiens, les citoyens du monde européen et contemporain de la maladie. Donc derrière l'usage du numérique, derrière l'usage de la lumière de ces écrans, il y a de façon consciente ou inconsciente cette culture-là, il y a cette vision-là, et que nous risquons dans nos musées en fait de subir au moment où nous transformons les œuvres dans des images lumineuses. Le cloud, il n'y a rien de plus divin, théologique du cloud. En fait, ces données qui constituent notre existence et qui transmigrent dans un lieu hypothétique, virtuel, qui ressemble à un paradis qui flotte au-dessus de notre tête. Et en fait, d'où vient en fait cette vision culturelle qui axe si fortement sur la dématérialisation numérique de la réalité? Bien évidemment de la société, de l'économie financiarisée. Nous vivons dans un espace culturel fait de dématérialisation des valeurs. On l'a vu très bien avec la crise économique de 2018. Je parle en anthropologue, je donne pas des jugements de valeur, mais c'est le correspondant esthétique, culturel, artistique et dans notre imaginaire de cette vision en fait de la société qui est celle de la virtualité des économies financiarisées, lesquelles, regardez par exemple le sans contact. Le paiement sans contact, c'est l'acte théologique le plus haut de cette vision du monde. Nous payons sans toucher, sans que la matière sans que la carte touche la machine. Et en fait, cette transmigration de données qui se fait de façon virtuelle semble presque ne pas avoir une retombée sur la vie matérielle de nous tous.
la crise de 2018, nous savons bien, était la conséquence d'une attitude des gouvernants à pousser à l'endettement, parce que de toute façon, l'endettement avec une économie financiarisée aurait poussé les investissements, et les investissements auraient fait de toute façon l'économie tourner. Après, ce qui se passe, c'est que, en fait, toutes ces données produisent pollution et produisent après, parfois aussi, des crises économiques et financières. Considérez que l'aimer et l'envoyer par une entreprise de 100 personnes en un an sont équivalents à 13 vols Paris-New York en avion. Enfin, 13 avions vides qui font aller-retour de Paris à New York. C'est-à-dire que cette transmigration de données a derrière elle-même, au-delà de l'illusion, disons comme ça, théologique et idéologique qu'elle nous propose, a en fait un impact matériel très fort, dont je pense aussi les institutions publiques doivent en quelque sorte rappeler la responsabilité. Moi, je suis en train de présenter un PowerPoint debout, n'est-ce pas? Même ça, en fait, même cette présentation de PowerPoint a quelque chose à faire. Le PowerPoint, c'est lumineux, c'est des images, ça bouge. Je dois convaincre à travers l'utilisation d'un moyen lumineux. En fait, ça a à faire avec les prêches typiques du monde protestant et évangélique. Ce n'est pas un cas que ce genre d'attitude de présentation publique vient en fait des États-Unis. Moi, je le vois en tant qu'Italien, ce genre d'attitude de présentation publique de contenu, même dans des colloques scientifiques, c'est arrivé il y a 20-30 ans, c'est une nouveauté. Même dans mon musée, dans la salle de conférence, nous avons des bancs, on est censé être assis. Donc maintenant, je réfléchissais hier, il faudrait que je mette un podium, mais c'est quelque chose de nouveau par rapport à une tradition qu'il y a juste 30-40 ans, concevait le rapport à la connaissance et à l'usage de l'image comme moyen de médium de connaissance complètement différent. Cela n'est pas sans retombée pour l'histoire de l'art. Nous connaissons le musée imaginaire de Malraux, nous le connaissons tous, le voilà. Nous savons très bien le rôle que la dématérialisation des objets dans l'histoire de l'art a eu. Au Louvre Abu Dhabi, on a beaucoup travaillé, au contraire, dans la rématérialisation des objets, parce que l'histoire matérielle, le rapport entre la matérialité des objets, les conditions sociales et environnementales de leur production est complètement effacé par le fait de transformer les œuvres dans des images, était un impératif fondamental, et je pense que ça devrait être un impératif fondamental aussi pour tous les professionnels de ce secteur. Donc, qu'est-ce que nous avons? Alors, trois problèmes fondamentaux. Le premier, les psychologues et les scientifiques de la cognition nous disent que les images en mouvement sont attirantes pour l'œil humain, n'importe quel soit le contenu. Si nous sommes assis devant un écran avec quelque chose qui bouge et la personne plus intéressante du monde à droite, nous serons de toute façon orientés à regarder l'écran. Donc, ça veut dire que dans les musées, des écrans avec des images en mouvement peuvent être un élément fondamental de perturbation de l'attention du visiteur, du spectateur, j'étais en train de dire justement, du visiteur. Et en plus, en restituant une image, une version de l'œuvre en image qui n'a rien à faire avec sa réelle composition matérielle, qui est celle en fait qui en fait un document historique de fondamentale importance pour nos soins et nos recherches. Deuxième chose, les œuvres, elles ont des langages multiples et différents. Regardez le retable de Van der Weyden qui se trouve au Philadelphia Museum of Art. Valentin, qui était le curateur, le fondateur de ce musée, il a créé dans cette salle une sorte d'atmosphère religieuse pour qu'on puisse retrouver les conditions originaires de fruition et d'appréciation de cette œuvre. Le mysticisme qui lui appartient est en fait mis en scène par un dispositif muséographique et muséal qui essaye de ramener le spectateur. Je suis désolé, mais vous voyez, je dois décoloniser aussi mon imaginaire. Le visiteur à vivre l'expérience telle qu'elle était au XVe siècle. À droite, vous voyez l'expérience immersive d'un Rothko, complètement différente. Le Rothko est pratiquement à terre parce qu'il faut rentrer dans le tableau. Donc, chaque œuvre a un univers différent d'appréciation, de compréhension qui passe à travers la physicité du rapport entre le visiteur et l'œuvre elle-même. Si je transforme l'œuvre en une image, et du coup je déprime l'expérience muséale qui doit être unique et spécifique pour chaque œuvre, évidemment, je détruis la moitié de mon travail. Et en plus,
c'est aussi un problème de démocratie. Si un musée, c'est un lieu de promotion de la démocratie et du multiculturalisme, il faut être bien attentif au fait que le multiculturalisme n'est pas simplement le multiculturalisme du communautarisme des sociétés contemporaines, ce qui est certainement un thème important dont il faut tenir compte, mais le multiculturalisme, c'est aussi la différence des cultures et des civilisations du passé. Donc, il faut faire très attention, il faut faire en sorte que les musées puissent donner une appréciation de ces œuvres dans toutes leurs différences par rapport à la sensibilité présente. Autrement, ils perdent la moitié, sinon la totalité de leur mission. La matérialité, je l'ai cité tout à l'heure, regardez cette personne qui regarde sur un écran. En regardant sur l'écran, en fait, il perd le rapport à la matérialité et à la tridimensionnalité de l'objet. Alors ça, c'est, je veux dire, les 3 problèmes fondamentaux que je trouve nous trouvons à aborder au moment où nous avons affaire avec des moyens numériques au musée. Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à utiliser ces dispositifs. Mais je pense, et c'est la réflexion à partir de laquelle nous avons après fait exécuté les actions que vous verrez, qu'il faut trouver des stratégies très bien élaborées pour faire en sorte que ces instruments, à la place de perturber l'expérience muséale, rapportent quelque chose de plus. La première chose, nous avons absolument renoncé à faire des applications, parce que les applications, te donnant en fait le parcours entier du musée, te gardent tout le temps sur le téléphone. Nous voulons que le visiteur parte de l'œuvre et à partir de l'œuvre puisse éventuellement chercher d'autres contenus. Donc on a trouvé que le moyen des QR codes était le moyen le meilleur, parce que le QR code, il faut de toute façon le viser, et pour le viser, il faut d'abord voir l'œuvre telle qu'elle est dans l'espace muséal. Donc, pas d'application, pas de réalité parallèle à celle de l'expérience muséale, mais des façons d'approfondir par des contenus supplémentaires l'expérience muséale elle-même, sans perdre la primauté de l'œuvre et de l'expérience directe et de l'appréciation de l'œuvre. Deuxième chose, les moyens numériques peuvent évidemment donner des contenus supplémentaires et révéler, par exemple, des liens, des rapports entre les œuvres que, éventuellement, ne sont pas, si vous pouvez faire partir la vidéo, s'il vous plaît, qu'éventuellement ne sont pas accessibles par une appréciation directe de l'œuvre. Donc, nous avons créé dans des espaces qui sont séparés par rapport à celles des œuvres de la collection, des tables interactives. Nous avons passé un accord avec Google Images. On a donc numérisé toute la collection exposée dans les salles. Et dans ces tableaux dans ces tables interactives, nous pouvons, avec des fiches qui racontent l'histoire des œuvres une par une, il y a les fiches techniques des œuvres techniques et historiques des œuvres une par une, mais avec des tags qui créent des liens entre elles. Par exemple, les collections, d'où elles viennent. Ça, c'est fondamental. Si nous voulons qu'un musée reste un outil d'émancipation pour le public, je le disais tout à l'heure, l'histoire des collections est fondamentale, parce que c'est à travers l'histoire des collections que nous comprenons comme ces œuvres sont devenues en fait un point de référence culturel pour la communauté. Donc, au moment où ces œuvres sont rentrées dans le musée, évidemment, l'histoire des collections qui les a précédées a été effacée. À travers un dispositif comme ça, nous pouvons remonter aux histoires précédentes et trouver comme ces œuvres qui sont disposées de façon chronologique par école dans les différentes salles, en fait, elles étaient organisées ensemble dans le même palais, par exemple dans le palais de la Rosa Prati qui se trouve à Parme, et donc en répondant à des dynamiques du goût du XVIIe, du XVIIIe siècle, qui aujourd'hui ne sont pas évidemment lisibles dans les salles du musée. Donc, évidemment, un outil numérique comme celui-ci est fondamental, donne des informations en plus, mais il est évidemment séparé et non pas surposé à l'expérience directe des œuvres. Même chose, on l'a fait au musée Bodoni. Vous pouvez faire partir la vidéo, s'il vous plaît. Là où, pour des raisons de conservation, nous ne pouvons pas, évidemment, consulter les tests de Bodoni, que tout le monde connaîtra, j'imagine. Bodoni, c'est l'inventeur, on dit, du graphic design occidental au XIXe siècle, qui était actif à l'intérieur du Palais de la Pilote. Voilà, là, par cette table interactive, nous pouvons, en fait, consulter toute l'œuvre entière de Bodoni, et donc la feuilleter, et regarder aussi la qualité du caractère, la qualité de l'impression. Le système de digitalisation est de telle haute qualité qu'on voit même très bien la qualité du papier sur lequel a eu lieu l'impression. Deuxième outil, rendre accessible l'inaccessible. Donc nous sommes, je crois, le seul musée en Italie qui a
toute la collection en ligne, au moins pour la Galerie nationale. Nous sommes en train de travailler sur la digitalisation des collections du musée archéologique. Il s'agit de 1200 œuvres qui sont en ligne, pas avec des descriptions sommaires. Nous avons la fiche du catalogue, de façon que la réputation de ces œuvres soit, de façon à travailler au développement de la réputation de ces œuvres auprès de la communauté scientifique qui peut accéder à la fiche du catalogue de toutes les œuvres avec leur bibliographie. Donc on a fait un travail assez important pendant la pandémie d'ailleurs, pendant le Covid, pour mettre à jour toutes les fiches et pouvoir les publier entièrement sur Internet. On a aussi un chantier qui est destiné à ne jamais se terminer, parce que 800 000 volumes, vous vous rendez compte, c'est beaucoup. On a digitalisé à peu près 20 000 volumes, 20 000 entre volumes et gravures de la collection de la Bibliothèque palatine. Considérez que 6500 manuscrits de la Bibliothèque palatine sont des manuscrits hébreux qui sont uniques au monde, et sont le deuxième fonds plus important après celui de Jérusalem, de la Bibliothèque nationale de Jérusalem. Donc nous avons aussi une responsabilité très haute dans la digitalisation de ce patrimoine, parce que, évidemment, la digitalisation de ce patrimoine signifie la mise à disposition au niveau international de la communauté scientifique d'un patrimoine unique dans son genre. Autre chose, comment nous avons utilisé en fait la conjoncture de la pandémie. À la place de faire des visites guidées, on a un virtual tour que j'ai oublié de mettre dans une slide, mais après il y en a trop, donc je me fais. Et là, j'ai presque terminé. Et à la place de faire des présentations d'œuvres, etc., en quelque part, disons, en substituant l'expérience réelle du musée avec une expérience virtuelle online, nous avons foncé énormément sur tout ce qui était projet. Donc, cela nous a permis, à la fin de la pandémie, de lancer 3 millions d'euros de restauration, d'œuvres d'art, d'espace, en menant à terme les travaux dont une partie vous avez vu dans les premiers slides. Et nous avons utilisé la pandémie pour donner visibilité à tout le travail de backstage qui est fait dans le musée, parce qu'il faut aussi que les citoyens comprennent qu'un musée, ce n'est pas un lieu où des choses importantes pour l'identité de la communauté sont gardées, des choses précieuses, mais c'est un lieu de recherche scientifique, un backstage significatif, que celui de la recherche, de la conservation préventive et de la restauration, et ainsi de suite. Et donc c'était pour nous une façon de révéler au public ce qui se passe dans un musée quand un musée est fermé. Parce qu'en fait, tous les professionnels le savent, le lundi, ou le mardi, ça dépend si c'est un musée d'art contemporain ou un musée d'art classique, quand le musée est fermé, l'activité, elle double à l'intérieur du musée, parce que finalement, n'ayant pas le public, nous sommes en mesure d'assurer toutes les actions de conservation, etc., que pendant l'ouverture ne sont pas possibles. Donc le musée est plus ouvert quelque part quand il est fermé par rapport à quand il est fermé, et c'est ça que nous avons voulu signifier. Un projet sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est celui, et là c'est ma dernière slide, c'est celui du rapport entre la nature et nos collections. En fait, si on regarde l'histoire de la muséologie occidentale, l'histoire des musées européens, c'est une histoire qui va avec celle du capitalisme, de fait. Les musées ont été, tels que nous les connaissons aujourd'hui, ont été codifiés pendant la Révolution française et ont été utilisés pendant tout le 19e siècle, mais même le 20e siècle, comme lieu et comme institution d'orgueil national, où, en fait, on mettait en scène les progrès et les capacités d'une civilisation réduite intellectuellement à l'espace d'une nation, des nations européennes inventées a posteriori et découpées de façon violente parfois sous les identités culturelles. On voit ce qui se passe en Ukraine maintenant, justement. Et donc, du coup, les musées aujourd'hui risquent, face à la crise écologique et à notre majeure conscience du rapport entre l'homme et l'environnement, risquent de devenir des outils un peu rétrogrades quelque part. Nous ne pouvons pas, moi j'ai un problème pour les écoles, les nouvelles générations qui viennent au musée, à part le problème du multiculturalisme, parce que le seul noir représenté dans un tableau à la pilote, c'est un servant dans un tableau du XVIIIe siècle. Même chose pour le seul forme d'homosexualité représentée, c'est un travesti. Donc évidemment, il y a un problème de multiculturalisme sur ce plan-là, mais il y a aussi un problème d'adéquation de ces collections et de la façon dont nous avons hérité la représentation du rôle de l'homme
dans l'espace naturel. Et donc, la façon dont ces musées se sont présentés comme des lieux de propagande, finalement, du développement humain au détriment des autres espèces et de l'environnement même, et qui ne fonctionnent plus avec la sensibilité et les problèmes que nous sommes en train d'expérimenter dans le monde contemporain. Donc moi, nous sommes en train de travailler sur cette provocation, c'est celle de faire entrer dans le musée, à travers des dispositifs, peut-être ces lunettes qui sont en train, les Google, non, c'est les Windows Glasses, etc., de faire en sorte, en fait, que associés au tableau, on voit les conditions naturelles dans lesquelles les tableaux ont été créés. Ou sinon, les conditions même environnementales. Pensons par exemple au choc qui pourrait avoir un visiteur du XVe siècle de rentrer dans un musée et de voir des œuvres éclairées par de la lumière électrique. C'est clair que l'appréciation et la compréhension même de l'œuvre est complètement différente par rapport à celle qui, originairement, était garantie par une lumière naturelle. Donc, l'idée, c'est de travailler avec des spécialistes de ce secteur sur une façon de faire entrer la nature et les conditions originaires donc, de réalisation et existentielles de ces œuvres à l'intérieur du musée. Avec ça, j'ai terminé. Je vous invite à venir voir l'exposition sur la collection Farnèse jusqu'au 31 juillet. Et merci beaucoup. Merci.